Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, je reviens aux cités obscures de Schuiten et Peters, des bandes dessinées dont j'ai déjà parlé auparavant, dont j'ai déjà lu 2 volumes, La Tour et Urbicande, et je vais parler de 3 autres cités obscures, à commencer par L'ombre d'un homme, l'histoire d'un homme dont l'ombre tout d'un coup pose problème parce qu'elle devient colorée, mais aussi Bruxelles. Bruxelles, est-ce vraiment la Bruxelles que l'on connaît ou est-ce une ville imaginaire? Quelque chose entre deux, et puis enfin la route d'Armilia. Alors ces cités obscures, ce sont des cités qui ne sont pas forcément unis ou qui ne sont pas forcément l'objet d'une série ou d'une histoire qui se suit, même s'il existe un lien qu'on découvre dans la route d'Armilia, puisque dans ce volume-là, eh bien, nous avons l'histoire d'un dirigeable qui survole certaines de ces villes pour se rendre précisément à Armilia. On voit ici une carte. Armilia se trouve au pôle Nord, mais on passe par Gorona, et ça c'est tout à fait drôle pour moi qui suis suisse, par Porrentruy, puis un Muka, un Bruxelles, un Genova, et puis Copenhague, Copenhague en fait. Il y a aussi une ville qui s'appelle Paris, P-A-H-R-Y. Bref, on a des noms de villes qui peuvent nous faire penser à des villes qui existent véritablement, mais qui ne sont pas ces villes-là. Voilà Porrentruy. Évidemment, ceux qui sont déjà allés à Porrentruy n'ont pas vu d'aussi puissant et profond précipice. Mais ce qui est justement intéressant dans ces villes et ces cités obscures, c'est cette création d'un urbanisme qui dépasse les villes que l'on connaît. Dans les villes que l'on traverse en zeppelin, eh bien, tout d'un coup, il y a des arbres qui traversent les vitres. Il y a également des glaces qui occupent l'ensemble de cette cité d'Armilia. Et comme vous pouvez le voir ici, ce livre-là, La route d'Armilia, est sous la forme d'une sorte de journal, donc d'un récit qui n'est pas écrit ou très peu écrit sous forme de phylactère, de bulles, de bande dessinée. Vendredi 26 mai, 9h moins le quart du soir. Vers la fin du déjeuner, alors qu'Ella me posait 1000 questions sur le dirigeable, la voix du commandant a soudain retenti. « Ferdinand, Ferdinand, venez donc voir. » En courant, nous avons rejoint le poste de pilotage. « Regardez-moi ça, » a dit le commandant. « Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi bizarre ? Entre les deux versants du canyon, un énorme navire sur roue s'avançait lentement, sorte de monstrueux paquebot égaré en plein désert. L'appareil devait être en fâcheuse posture. Une fumée de détresse en échappait. Et on a, là encore, ce véhicule étrange qui avance lentement dans le désert, mélange de paquebot, mais qui roule dans un désert. Et une inventivité dans les dessins et dans les textes, dans cette bande dessinée-là qu'on retrouve aussi dans les 2 autres bandes dessinées. L'ombre d'un homme, c'est donc l'histoire de cet homme qui découvre que son ombre est en couleur. Il commence par faire des cauchemars assez épouvantables, se réveillant la nuit sans trop savoir ce qu'il se passe, et puis, suite à l'absorption d'un médicament peut-être pas adapté, eh bien, il se rend compte que son ombre
est en couleur. Et les gens, voyant ça, le fuient. Et il se fait virer de son travail et il va vivre beaucoup d'aventures qui sont extrêmement dures à cause de ça, même si à un moment donné, il va également réussir à en faire quelque chose, un spectacle. Et puis, en plus de cette ombre d'un homme, j'ai lu aussi dans les cités obscures de Schuiten et Peters, Bruxelles. Bruxelles, c'est évidemment un endroit inspiré de la ville de Bruxelles. Ce sont des Belges qui écrivent ces bandes dessinées-là. Mais là encore, une Bruxelles tout à fait étrange, tout à fait surprenante. Où tout d'abord, on a un homme qui crée des plantes en plastique qui occupent de plus en plus de place dans son appartement tout en chantant la mer de Charles Trenet. La mer qu'on voit danser, voilà comment ça commence. Il n'y a évidemment pas de mer à Bruxelles. Et puis petit à petit, on voit aussi la folie des grandeurs. La folie des grandeurs chez ceux qui sont les gens qui occupent la ville de Bruxelles, ou de Bruxelles plus précisément, et qui veulent construire de plus en plus de buildings, et pour cela détruire tout ce qui est gênant, c'est-à-dire tout ce qui est déjà là. Or, la folie des grandeurs va petit à petit aboutir à des catastrophes. On voit ici la neige qui tombe, qui va peser sur ces buildings. Et puis il y a aussi tout un moment dans un étrange hôpital où le personnage principal, celui qui construisait des fleurs en plastique, eh bien, se retrouve malade, il tousse, il ne sait pas trop ce qu'il a, il se trouve dans une étrange clinique où les docteurs le traitent d'une manière tout à fait bizarre. Et là encore, il y a énormément de fantaisie, et puis on se bat pour cette cité de Bruxelles, pour la construire plus grande, même si on voit que les maquettes elles-mêmes ne tiennent pas. Alors, grandeur nature, est-ce que ça peut tenir ? Voilà une question qui se pose. On verra que petit à petit, tout s'effondrera. Il y a quelque chose d'apocalyptique presque dans cette Bruxelles et dans ces différentes villes qu'on parcourt avec beaucoup d'intérêt, parce que, au fond, elles représentent une idée de la ville qui pousse à l'extrême certaines façons de voir la ville. Et donc, évidemment, ces villes-là ne sont pas des villes existantes, mais elles ont des noms qui ressemblent aux villes existantes, et puis elles ont peut-être des traits qui sont repris de ces villes, mais avec la fantaisie et surtout la beauté des dessins qui les rendent tout à fait fascinantes. Les cités obscures donc de Schuiten et Peters, avec dans le désordre Bruxelles, mais aussi l'ombre d'un homme et la route d'Armilia.